Imaginez, vous êtes à une vente aux enchères caritatives chic à Gangnam, à Séoul, en train d'essayer de gagner un sac à main vintage, quand soudain, boum! Vous venez d'acheter le célibataire le plus convoité de Corée du Sud pour 50 millions de wons. C'est exactement ce qui est arrivé à Han Mi-young, une simple employée de café de 25 ans à Honda. Et les biens qu'elle a gagnés par accident? Nul autre que Lee Juno, 29 ans, PDG de JH Entertainment, propriétaire d'un empire du divertissement, avec une allure à faire pleurer de jalousie n'importe quel mannequin. 1,85 m, un corps sculpté, un regard perçant qui semble lire au plus profond de vous-même, et un sourire qui a déjà conquis plus de la moitié de la haute société séoulienne. Tout a commencé lorsque Mi-young a accompagné sa meilleure amie, Park So-hye, à un événement caritatif au luxueux hôtel Lotte de Gangnam. So-hye, fille d'un homme d'affaires, avait été invitée et avait entraîné Mi-young avec elle, lui prêtant une robe et des chaussures Chanel empruntées, plus chères que son salaire mensuel. « On va juste boire du champagne gratuit et regarder les riches s'amuser », avait dit So-hye. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors que commençait la vente aux enchères des célibataires, une tradition où des hommes d'affaires célibataires se portaient volontaires pour un rendez-vous caritatif, Mi-young était distraite, admirant les encas coûteux, lorsqu'une mouche se posa sur son nez. Son réflexe de la chasser fut interprété par le commissaire-priseur comme une offre de 50 millions de wons pour le PDG Lee Juno. Le silence qui suivit dans la salle fut assourdissant. Tous les regards étaient braqués sur la jeune femme aux cheveux bruns coiffés en un simple chignon, pâle comme du papier de riz. Juno, sur scène, la regardait droit dans les yeux avec une expression amusée. Personne n'avait jamais manifesté une telle réticence à elle. Acheter. « Félicitations, mademoiselle », dit-il dans le micro, descendant de scène avec la grâce d'un prédateur. « Han Mi-young, balbutia-t-elle, encore sous le choc. « Eh bien, Han Mi-young SSI, on dirait que tu viens de décrocher un rendez-vous avec moi. »« Je ne veux pas, » dit-elle impulsivement, provoquant un rire choqué dans le public. Juno s'immobilisa, sincèrement surpris. En 29 ans de vie, héritier d'un empire et régulièrement classé parmi les célibataires les plus convoités de Corée, jamais, personne n'avait repoussé sa compagnie. Des actrices célèbres sollicitaient son attention, des héritières de Chaebol simulaient des rencontres fortuites, et des personnalités mondaines rivalisaient pour apparaître à son bras lors d'événements publics. « Désolé, tu as dit que tu ne voulais pas ?» demanda-t-il en inclinant la tête avec une curiosité sincère. « J'ai dit que je ne voulais pas de rendez-vous. Merci, mais non. » Le murmure dans la salle s'amplifia. Juno ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une véritable intrigue. Il se tourna vers son meilleur ami, Kim Tae-min, héritier d'une entreprise technologique, qui se tenait au premier rang, l'air tout aussi choqué. « Tae-min, dit-il au micro, sans quitter Mi-young des yeux. « Je te parie 100 millions de wons que je peux convaincre cette femme d'accepter de dîner avec moi d'ici une semaine. »« Je prends le pari, » répondit Tae-min en riant. « Mais si elle continue à te rejeter, tu paies le double. » Marché conclu. Les jours suivants, la vie de Mi-young fut bouleversée. Juno, habitué à voir toutes les femmes qu'il désirait des actrices célèbres aux héritières de Chaebol, était déterminé à remporter ce pari. Mais plus que cela, il était sincèrement intrigué. Comment pouvait-on refuser de le rencontrer? Sa mère, l'élégante Madame Lee Hee-jin, exerçait également une pression constante sur lui. À 55 ans, elle rêvait de voir son fils unique se marier et de lui donner des petits-enfants. « Junoya », répétait-elle toujours lors des dîners de famille du dimanche, « les entreprises peuvent être vendues, mais la famille est éternelle. Quand m'accorderas-tu la tranquillité d'esprit de te voir avec une bonne épouse ?» C'était peut-être pour cela que Mi-young l'intriguait tant. Elle ne voulait rien de lui, ni son argent, ni son statut, ni même sa compagnie. C'était une différence rafraîchissante. Il commença sa campagne de conquête discrètement mais avec persévérance, convaincu qu'il ne s'agissait que d'une question de stratégie. Il se présenta d'abord au café où elle travaillait à Honda, provoquant l'émoi parmi les employés et les clients. Vêtu d'un impeccable costume Armani, il semblait totalement dépaysé dans ce cadre décontracté. Mais il commanda un simple americano et regarda Mi-young travailler. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle nerveusement en préparant son café. « Je tiens ma part du marché. Tu as gagné un rendez-vous avec moi. J'ai dit que je ne voulais pas. Mais je veux rencontrer la seule personne à Séoul qui m'a rejeté. » Il sourit avec cette confiance bouleversante qui faisait fondre les cœurs dans toute la ville. « Considère ça comme un défi personnel. »
Chaque jour, il se présentait au café. Ce qui avait commencé comme un pari avec Tamine et un ego blessé s'était peu à peu transformé en quelque chose de plus. Parfois, il apportait des fleurs, pas des bouquets coûteux, mais une simple tulipe jaune, sa fleur préférée, qu'il avait découverte en demandant discrètement à Soe. D'autres fois, elle laissait des petits mots avec des blagues qui faisaient rire Mi-young malgré elle. Un mois après la vente aux enchères, par un après-midi pluvieux d'automne à Séoul, Mi-young quitta son travail et découvrit qu'elle avait oublié son parapluie. Alors qu'elle attendait sous l'auvent du café, regardant la pluie s'accumuler sur les rues pavées de Honda, un parapluie jaune s'ouvrit au-dessus de sa tête. « Tu as tendance à oublier des choses importantes », dit Juno en apparaissant à ses côtés. « Comment savais-tu que j'étais là ?»« Je sais toujours où tu es », répondit-il, et d'une voix qui, d'une certaine manière, n'était pas effrayante, mais protectrice. Ils marchaient ensemble sous la pluie, partageant le parapluie jaune, et Mi-young remarqua comment elle se penchait inconsciemment pour s'assurer qu'elle reste au sec, même si cela impliquait de se mouiller l'épaule. C'était un geste simple, mais qui révélait une attention sincère qu'elle n'avait jamais ressentie. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle en arrivant à la station de métro. « Quoi ?»« Tout ça, du harcèlement. Tu pourrais avoir n'importe quelle femme à Séoul. » Juno s'arrêta et la fixa intensément. « Mais je ne veux pas n'importe quelle femme. Je veux celle qui refuse de me connaître. » Au cours des semaines suivantes, la résistance de Mi-young commença à s'atténuer, mais pas pour les raisons que Juno imaginait. Il avait commencé par parier, par amour-propre blessé, mais Mi-young se révéla différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées. Elle n'était pas impressionnée par ses voitures importées, ne demandait pas de cadeaux coûteux et le traitait comme un être humain normal, une chose qu'il n'avait pas connue depuis son adolescence. Sans s'en rendre compte, Juno était conquis. Il commença à connaître tous les employés du café par leur nom, laissait discrètement de généreux pourboires et développa l'étrange habitude de classer les grains de café par couleur lorsqu'il était nerveux, une pratique qu'il ne faisait que lorsque le résultat lui tenait vraiment à cœur. « Comment se passe le pari avec Tamine ?» demanda Mi-young d'un ton désinvolte un jour, tout en débarrassant une table voisine. Juno marqua une pause en train de trier les grains de café clair des grains foncés. « Quel pari !»« Je t'ai entendu à la vente aux enchères. 100 millions de wons pour me convaincre d'un rendez-vous. » Il eut la décence d'avoir l'air gêné. « Mi-young, ça marche ?» demanda-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. « Parce que si c'est juste une question d'argent, j'accepterais peut-être de dîner avec toi et on partagerait les 100 millions. » C'est à ce moment-là que Juno réalisa qu'il était tombé dans son propre piège. Il ne voulait plus gagner le pari. Il désirait sincèrement rencontrer cette femme qui avait transformé son obsession de gagner en quelque chose de bien plus dangereux, un intérêt sincère. Le tournant fut lorsque Mi-young attrapa un gros rhume et manqua 3 jours de travail. Le 3e jour, Juno réalisa qu'il n'était pas venu au café pour prouver quelque chose ou gagner un pari. Il était là parce qu'elle lui manquait. Fiévreuse et débraillée, elle entendit sonner à la porte et ouvrit la porte de son petit appartement de Mapogu, s'attendant à voir Soe, mais elle trouva Juno debout avec des sacs de course. « Tu ne peux pas être ici, » dit-elle en resserrant sa robe autour d'elle. « Le pari est perdu. Tu es malade, et quelqu'un doit prendre soin de toi. » En voyant le PDG multimillionnaire, les manches retroussées et portant un tablier de fortune fabriqué à partir d'une nappe, remuant patiemment la soupe de riz tout en racontant des histoires sur sa mère pour la distraire, c'est à ce moment-là que Mi-young a réalisé qu'il y avait peut-être plus en lui que de l'arrogance et un charme superficiel. « Tu sais cuisiner ?» demanda-t-elle, surprise. « J'aime être bon dans tout ce que je fais, » dit-il avec un sourire malicieux, tout en remuant la soupe. Un PDG incapable de prendre soin de lui-même ne peut pas prendre soin d'une entreprise, ni de quelqu'un de spécial. À cet instant, Mi-young ne vit pas seulement le PDG perfectionniste, mais l'homme qui se souciait sincèrement d'elle au point de maîtriser l'art de la préparation du juk de poulet. Lorsqu'il versa la soupe dans un simple bol en céramique avec la même précision qu'il utilisait pour conclure des contrats de plusieurs milliards de dollars, elle sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une tendresse qu'elle tentait d'ignorer depuis des semaines. 2 semaines plus tard, lors du festival des lanternes du fleuve Han, ils se rencontrèrent par hasard. Mi-young était là avec Soe, admirant les lanternes colorées se reflétant sur l'eau, lorsqu'elle aperçut Juno seule, observant les familles heureuses qui l'entouraient. « Où est ton rendez-vous aujourd'hui ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Je n'ai amené personne. Je ne voulais pas partager ce moment avec la mauvaise personne. » Il marchait le long de la rive, observant les enfants courir avec des lanternes en forme de lapin et les couples faire des vœux aux étoiles. Arrivé au pont de Bampo,
Mi-young trébucha sur un rocher. Juno la rattrapa et soudain, ils se retrouvèrent très proches, respirant le même air. Mi-young a, murmura-t-il, et pour une fois, elle ne corrigea pas l'intimité du suffixe. Je peux t'embrasser. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû considérer leurs différences, les complications que cela entraînerait. Mais lorsqu'il l'embrassa, aussi doux que des pétales de cerisier et aussi intense qu'un premier amour, elle sut qu'elle était perdue. Ce baiser avait le goût des promesses non dites et des futurs possibles. Les mois suivants furent les plus heureux de la vie de Mi-young. Juno la courtisait comme si elle était la seule femme au monde. Il annulait des rendez-vous importants pour la regarder servir le café, apprenait à utiliser les transports en commun pour ne pas attirer l'attention lorsqu'ils sortaient ensemble, et emportait toujours 2 paires de baguettes lorsqu'ils achetaient des tteokbokki dans la rue, une pour chacun. Ils avaient de petits rituels intimes. Chaque mardi, il apportait des ingrédients à son appartement pour cuisiner ensemble. Le samedi, ils visitaient différents marchés traditionnels de Séoul. Et le dimanche, ils faisaient des promenades matinales sur la montagne Nansan, s'arrêtant toujours au même banc pour regarder la ville se réveiller. C'est lors d'un de ces après-midi privilégiés, après avoir cuisiné ensemble et ri jusqu'à en avoir mal aux joues, que leur première nuit ensemble eut lieu. Après des mois de tension croissante, de caresses innocentes qui les coupaient le souffle, de regards qui promettaient plus que les mots ne pouvaient exprimer, ils se donnèrent enfin l'un à l'autre. C'était la veille de l'anniversaire de Mi-young, dans son petit appartement décoré des tulipes jaunes qu'il apportait religieusement. Leur connexion était intense, passionnée, mais aussi tendre. Juno la traitait comme s'il était faite de soie et de bougies, et Mi-young découvrit que se donner entièrement à quelqu'un pouvait être à la fois vulnérable et valorisante. Mais comme dans tous les contes de fées, la réalité a fini par les rattraper. 3 mois après la vente aux enchères, un article est paru dans le plus important journal économique coréen. Le PDG de JH Entertainment entretient une relation sérieuse avec un employé de la cafétéria. Les actions de l'entreprise s'effondrent. La photo, prise par un paparazzi, montrait Juno donnant du tteokbokki à Mi-young sur un marché nocturne, tous deux riant comme des adolescents en mal d'amour. Mais les gros titres qui ont suivi étaient cruels. Cendrillon moderne ou chasseuse de bonne aventure. Qu'est-ce qu'une simple serveuse a de plus que les héritières? Le pire est arrivé lorsque Mi-young a découvert, par l'intermédiaire de Soe, que le conseil d'administration de l'entreprise faisait pression sur Juno pour qu'il mette fin à leur relation. Ils ont menacé de lui retirer son soutien au poste de PDG s'il ne revenait pas à la raison et n'épousait pas une personne digne de son statut, de préférence Kim So-jin, la fille du propriétaire du 2e plus grand conglomérat médiatique du pays. « Tu savais ça ?» lui demanda Mi-young lorsqu'il arriva au café cet après-midi-là. « Mi-young a, on peut parler en privé. Réponds-moi. Tu savais que ta carrière était en danger à cause de moi ?» Il soupira et la serra contre lui. « Oui, je le savais. Mais je sais aussi que je trouverai une solution sans te perdre. Juno, sois réaliste. Ils vont te virer. Alors laisse-les essayer. Je suis PDG depuis 5 ans et j'ai triplé la valeur de l'entreprise. Ils ont plus besoin de moi que j'ai besoin d'eux. » Mais Mi-young était terrifiée. Cette nuit-là, dans son appartement, elle fit la chose la plus difficile de sa vie. « Il faut qu'on se sépare, » dit-elle, les mots s'échappant comme du verre brisé. « Tu es fou ? Je vais arranger ça. Je ne peux pas être la cause de la perte de tout ce que tu as construit. Mi-young, tu ne comprends pas, sans toi, rien de tout ça n'a d'importance. » Mais sa décision était déjà prise. Le lendemain, elle quittait son emploi au café et s'installait à Busan chez sa grand-mère. Elle ne laissait qu'une lettre. « Merci de m'avoir montré ce que c'est que d'être vraiment aimé. Maintenant, sois la PDG que tu es censée être. » À Busan, loin des gratte-ciels de Séoul et des souvenirs de Juno, Mi-young tenta de reconstruire sa vie. Elle trouva un emploi dans une petite librairie près de la plage de Haeunda et passa ses journées à ranger ses livres, essayant d'oublier l'odeur de son parfum, la sensation de ses grandes mains tenant les siennes, le son de son rire qui faisait battre son cœur. Mais c'était impossible. Tout me rappelait lui. Le parapluie jaune accroché derrière la porte. Les tulipes qui fleurissaient dans le jardin de grand-mère au printemps. Le goût du juk de poulet que je ne pouvais pas manger sans pleurer. 2 semaines à Busan ont suffi à Mi-young pour comprendre la vérité qu'elle avait tenté d'ignorer. Elle était profondément, irrévocablement amoureuse de Lee Juno. Pas le PDG, pas l'homme riche, mais l'homme qui triait les grains de café quand il était nerveux, qui avait appris à cuisiner à 15 ans, qui avait des baguettes de rechange pour partager avec elle des tteokbokki de rue. La révélation lui est venue lors d'un coucher de soleil sur la plage.
lorsqu'elle a aperçu un couple de personnes âgées marchant main dans la main sur le sable. La femme tenait un parapluie jaune, inutile par temps clair, et Mi-young a compris que le véritable amour ne se soucie ni des tempêtes ni du soleil. Il existe, tout simplement, aussi persistant que les marées. Cette nuit-là, elle a appelé Soe. « Comment va-t-il » demanda-t-il, essayant d'avoir l'air décontracté. « Inarrêtable. Il bosse 18 heures par jour et conclut des contrats comme un fou. Ses secrétaires disent qu'il répète sans cesse « Je vais leur montrer qui est le patron », tout en fixant les tulipes fanées sur son bureau. Et l'entreprise. Mi-young, non seulement il a conservé son poste, mais il vient de devenir le plus jeune PDG à signer un contrat de distribution avec Netflix Corée. Le conseil d'administration lui mange dans la main en ce moment. Le cœur de Mi-young s'emballa. Quoi? Il a prouvé qu'il était irremplaçable. Il a dit que certains investissements personnels renforcent la détermination d'un PDG et non l'affaiblissent. Les bénéfices ont augmenté de 40% rien que ce mois-ci. Mi-young prit le premier train pour Séoul le lendemain matin, mais en arrivant chez JH Entertainment, elle découvrit quelque chose d'inattendu. Juno n'avait pas démissionné. Il avait accompli quelque chose de bien plus impressionnant. Elle le retrouva dans son appartement de standing, mais les murs étaient désormais couverts de contrats et de documents juridiques. Il était au téléphone, en train de conclure un contrat d'1 milliard de dollars avec le plus grand distributeur de contenu d'Asie. Elle entra avec hésitation, s'attendant à le trouver vaincu, ou du moins ébranlé, mais il était radieux, plus confiant que jamais. Mi-young. Il se retourna, et le soulagement dans ses yeux était comme voir le soleil après des semaines de pluie, mais il y avait plus encore, la détermination et la victoire à l'état pur. Soe a dit que le conseil d'administration. Commença-t-elle, confuse. Ah, le conseil d'administration. Il sourit avec une assurance dévastatrice. Ils ont changé d'avis en voyant les profits records que j'ai réalisés en concluant 3 contrats internationaux pendant votre absence. Apparemment, un PDG passionné est encore plus efficace qu'un célibataire frustré. Elle courut alors vers lui, et lorsqu'ils s'embrassèrent, ce fut comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Il la souleva et la fit tournoyer avec Séoul en toile de fond par la baie vitrée, la vision d'un PDG qui avait tout conquis. « Je t'aime », dit-elle contre ses lèvres. « Je t'aime tellement que ça me fait mal. Je t'aime aussi. Et maintenant, je peux t'offrir le monde entier, littéralement. » Il désigna les contrats sur la table. « Je viens de conclure la plus grande expansion internationale de l'histoire de l'entreprise. Nous sommes désormais le plus grand producteur de contenu d'Asie de l'Est. » Cette nuit-là, dans son appartement de Mapogu qu'il avait visité religieusement ces derniers jours, attendant son retour, ils firent l'amour comme si c'était la première fois. Et d'une certaine manière, ce fut le cas. Car désormais, plus de secrets entre eux, plus de crainte pour l'avenir. Ils n'étaient plus que deux âmes qui s'étaient rencontrées au milieu d'une folle vente aux enchères et avaient découvert que le véritable amour valait plus que tous les trésors du monde. Ses mains tremblaient en touchant son visage, comme si elle était trop précieuse pour être réelle. Et lorsqu'ils s'unirent, ce fut avec la certitude d'avoir trouvé leur place l'un dans l'autre. Il n'y avait aucune précipitation, rien que de l'amour pur, des murmures de promesses éternelles et le sentiment d'être enfin complet. 6 mois plus tard, Mi-young était devenue la première dame officieuse du plus puissant empire du divertissement d'Asie. Mais elle continuait de travailler dans son café préféré de Honda. C'était son refuge, son cadeau, l'endroit où elle se sentait véritablement elle-même. Juno respectait cela à la lettre, se présentant chaque jour à son americano de 15 heures, transformant ce café sans prétention en l'endroit le plus célèbre de Honda. Ils avaient désormais une routine parfaite. Elle préparait le meilleur café de Séoul pendant la journée. Il dirigeait son empire commercial et le soir. Il se retrouvait pour dîner dans les restaurants les plus exclusifs de la ville ou mangeait simplement des tteokbokki dans la rue comme lors de leur premier rendez-vous. L'entreprise ne s'est pas contentée de prospérer. Elle est devenue un empire mondial. Et bien qu'il soit désormais le couple le plus riche et le plus puissant de Séoul, Mi-young n'a jamais perdu sa simplicité. Elle est restée la jeune femme humble qui préparait le café avec amour, mais elle portait désormais une bague Cartier lorsqu'elle utilisait la machine à expresso. Pour le premier anniversaire de la vente aux enchères fatidique, Juno prépara une surprise. Il ramena Mi-young à l'hôtel Lotte, dans la salle de bal où tout avait commencé. Sauf que cette fois, il avait loué la salle de bal de l'hôtel pour la soirée, et il était sur scène non pas comme un produit d'une vente aux enchères, mais comme le PDG le plus prospère de Corée, prêt à lui poser la question la plus importante de sa vie.
Han Mi-young, a-t-il déclaré au micro, devant tous les hommes d'affaires les plus influents du pays, il y a 1 an, tu m'as conquis par hasard. Aujourd'hui, je veux te conquérir volontairement. Et cette fois, je veux que tout le monde sache que le PDG de JH Entertainment a trouvé sa reine. Lorsqu'il s'est mis à genoux avec la bague, simple, gravée d'une petite tulipe jaune, Mi-young savait que certains accidents sont en fait le destin déguisé. Oui, dit-elle avant même qu'il ait pu terminer sa question. Toujours oui. Et quand ils s'embrassèrent, tous les présents applaudirent. Mais pour eux, il n'y avait personne d'autre au monde que d'eux et l'amour qui était né de quelque chose d'inopportun et qui s'était épanoui en quelque chose d'éternel. 2 ans plus tard, le jour de leur mariage, alors qu'ils marchaient sur l'allée décorée de tulipes jaunes, Mi-young tenait un parapluie jaune, non pas parce qu'il pleuvait, mais parce que certaines traditions sont trop belles pour être oubliées. Ainsi, une simple mouche posée sur le nez d'une humble jeune fille lors d'une vente aux enchères caritatives est devenue l'entremetteuse la plus improbable de Séoul, prouvant que le destin a parfois un sens de l'humour décalé, mais toujours juste. Mi-young avait accidentellement conquis un PDG, mais a découvert qu'elle avait en fait trouvé son âme sœur et parfois, les plus beaux cadeaux de la vie naissent dans les moments les plus embarrassants. Et si vous avez déjà vécu une situation embarrassante qui s'est transformée en quelque chose de merveilleux, racontez-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires d'amour impossibles qui deviennent éternelles, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Car le véritable amour, tout comme nos histoires, trouve toujours le moyen de vous surprendre au moment où vous vous y attendez le moins. À bientôt, chers amis.